Monsieur le député, monsieur le vice-président du conseil départemental, monsieur le commandant de la compagnie de gendarmerie, monsieur le commandant de brigade de gendarmerie, madame la principale du collège, madame la directrice de l'école, madame la directrice de l'EHPAD, mesdames, messieurs, mes chers concitoyens, c'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve ici. Je vous remercie de votre nombreuse présence. C'est l'occasion pour moi de vous présenter mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur et de réussite pour l'année à venir. En 2023, Montignac a connu une importante couverture médiatique. Tout au long de l'année, des événements majeurs ont complété les animations culturelles habituelles et ont placé Montignac-Lascaux sur le devant de la scène. Je tiens à remercier l'ensemble des élus et des agents municipaux qui ont travaillé pour que ces événements se déroulent sans difficulté. La fait vibrer. L'accent, bien évidemment, a été mis sur la sécurité du public et a rendu l'organisation complexe et forcément plus coûteuse. Je remercie également le Bournois du Périgord et sa présidente Christelle Grégoire, l'association Montignacois Événements et son président Daniel Basselet. Merci également aux communes qui ont participé activement. Merci à la confrérie du miel et de l'abeille, aux vieux métiers, aux dentelières, aux groupes qui se sont produits tout au long de ces 3 journées. Merci aux directeurs, aux enseignants et aux écoles du secteur pour leur participation. Merci à la communauté de communes, au SICTOM, pour leur concours financier. Autre événement important, le Tour de France féminin. Je suis particulièrement heureux et je les remercie vivement, les services du département, les services de la sous-préfecture, de la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, la protection civile qui a couvert toutes nos manifestations cette année. Merci aux équipes d'Olivier Boudy. Bien sûr, merci à Marion Rousse et à Christian Prudhomme, aux équipes sportives et à la société ASO, organisatrice de cette épreuve. Merci à l'amicale laïque du Montignacois et au groupe du festival qui ont défilé tout au long de l'après-midi. Et merci également à l'équipe du festival. Ces manifestations ont été rendues possibles grâce à la mobilisation des nombreux bénévoles et à la forte implication de tous, et je tiens à vous remercier particulièrement. On peut les applaudir, vous pouvez vous applaudir. Depuis 2008, année de mon élection, les différentes équipes municipales que j'ai eu le plaisir de conduire ont toujours cherché à donner de la visibilité à notre commune. Cette visibilité est un vecteur d'attractivité et de progrès. Nous avons connu une première vague de développement dans les années 2010 à 2016, jusqu'à l'ouverture de l'Asco 4. Ceux qui ont connu Montignac avant cette période mesurent bien les nombreuses réalisations et investissements portés et financés par la collectivité, la mairie, avec le concours de nos partenaires institutionnels, l'État, le département et la communauté de communes. Quelques voix critiques me font le reproche d'une action orientée uniquement vers le tourisme. Et je tenais ce soir à rétablir la vérité. La très grande part des investissements réalisés depuis 2008 sont principalement réalisés en votre faveur. Si notre politique est de favoriser le tourisme, nos dépenses d'investissement portent presque exclusivement sur des améliorations en votre faveur. Je vais vous produire quelques chiffres, je n'ai pas résisté. L'équipement culturel et le cinéma, 252 000 euros d'investis. Le terrain pour la gendarmerie future, 300 000 euros. Les équipements sportifs, 347 000 euros. Les bâtiments communaux, 929 000 euros. Les services techniques, 1 25 000 euros.
La chaufferie bois. La chaufferie bois, c'est vrai, c'est un équipement qui chauffe notre école, l'EHPAD, mais également la SCOCAT. Donc il y a une petite partie de cet investissement qui est vraiment dédié aux touristes. Nous a coûté 1 170 000 €. La piscine, elle aussi peut servir, je l'espère, elle servira aux touristes, mais surtout à nos élèves des écoles, du collège et à notre jeunesse, mais également à toute la population. Cette piscine nous coûte à peu près 2 millions d'euros. L'hôtel d'entreprise nous a coûté 2 128 000 €. L'école, nous avons consacré un très large budget à l'amélioration de notre école, l'école Simone Veil, 2 490 000 €. La voirie, nous n'avons pas délaissé la voirie, 2 500 000 € d'investissement. L'aménagement de bourgs, l'éclairage public et les petits aménagements, 2 600 000 € ont été consacrés. Je rappellerai que nous avons regoudronné une grande partie des petites rues de Montignac qui n'avaient jamais été goudronnées depuis le premier passage. Nous avons, et là je pense qu'on peut s'enorgueillir, si je vous le faisais en occitan, je vous dirais qu'on leva la crèche. Je ne sais pas si vous avez tous compris l'occitan. En occitan, s'enorgueillir, ça peut se traduire par on peut lever la crête, en signe du coq. C'était un petit clin d'œil à la Félibrée. On peut s'enorgueillir tout simplement parce que nous avons consacré 9 370 000 €. 9 370 000 € qui vous servent et qui nous servent essentiellement à ne pas avoir de rejet dans la rivière Vézère. Je vous rappelle les difficultés sur le bassin d'Arcachon actuel. Voilà, Montignac, en tout cas, est une ville propre et qui ne pollue plus. Tout ceci, c'est 25 millions d'euros à ce jour, 25 millions d'euros qui ont été investis. Et vous pouvez maintenant comprendre que cet investissement, il porte principalement pour vous. Ces investissements publics ont été complétés par de l'entrepreneuriat privé, Intermarché, Spar, le garage Jardel, les menuiseries Segui, Domo 24, les pastels Giraud, entreprise du patrimoine, la construction Johan Chazot, les briconautes, la foncière Nougel, les transports Steven Carou, la recyclerie, la métallerie Passerieux et Fils, Périgordia pour l'habitat, bientôt Domo France, je l'espère, Périgord numérique pour la fibre, et c'est le département qui finance en grande partie, mais nous avons la fibre à Montignac, ABC Résidence, la Semi-Tour et la SCOCAT, mais également par une multitude de commerces, de centres-villes et d'artisans, bien trop nombreux pour tous les citer. Je ferai une petite attention ce soir pour le petit épicier qui est ouvert depuis 29 ans, et je pense qu'un anniversaire d'ici 1 an se prépare, un anniversaire important. Fredo, tu peux mettre les bouteilles de champagne au frais. Le dynamisme économique est aussi largement porté par nos associations. L'Amicale laïque du Montignacois, avec plus de 20 emplois, notamment avec le Centre international de séjour, 6 étoiles, le Festival du Périgord Noir, également un nombre considérable d'autres associations, dont les associations sportives. C'est aussi pour moi l'occasion de remercier ces entreprises, ces associations, les forces vives de notre territoire. Ils ont permis à Montignac de devenir Montignac Lascaux et de rentrer dans une autre dimension. Ce développement n'est pas un hasard, mais le fruit du travail réalisé en grande partie par les équipes municipales qui ont tout mis en œuvre pour créer les conditions optimales d'une telle évolution. Les élus, bien sûr, mais aussi les agents. Tout ceci avec l'aide précieuse du département. Département, strate que l'État voudrait supprimer, alors que c'est la collectivité la plus pertinente, bien avant la région et bien avant la communauté de communes. Je me réjouis du succès que Montignac-Lascaux a obtenu en 2023. Je me réjouis de mettre à votre disposition des équipements réhabilités ou créés et qui vous apportent plus de services et de confort. Je me réjouis d'autant
que 2023 est l'année d'un nouveau cycle de développement pour la commune. La période des 5 prochaines années devrait permettre à Montignac un nouvel essor important. Montignac-Lascaux est considéré par les élus et les investisseurs du département comme une commune ayant un très fort potentiel de développement. Montignac-Lascaux, ville iconique du Périgord, a été reconnue comme telle par Madame la sous-préfète lors de la cérémonie de la Sainte Garde. Cette distinction nous impose une obligation de résultat, tant aux élus municipaux qu'aux agents, et qu'à moi-même en tant que maire. Le développement de la commune est en effet notre préoccupation quotidienne. Je vous parlerai des projets après la diffusion de la rétrospective 2023 à l'image. Nous n'avons pas pu retracer toutes les manifestations de l'année 2023. Leur nombre était trop important pour tenir dans une rétrospective de 30 minutes. Nous vous proposons donc une nouvelle formule qui retrace moins la vie culturelle, économique et sportive, mais qui propose plus d'informations concrètes et d'orientation politique. N'y voyez pas là un manque d'intérêt, mais plutôt une forme nouvelle dictée par les impératifs du temps et de la volonté de partager l'information. Rétrospective. Du côté de la culture, la culture occitane a été mise à l'honneur le premier week-end de juillet avec la 102e Félibrée. De retour à Montignac-Lascaux après 13 ans, cette fête a demandé un an de préparation et de nombreux bénévoles. Dès septembre 2022, les équipes de bénévoles et les agents de la commune se sont mis au travail. Plus de 10 équipes sont formées: buvette, restauration, décoration, animation, sécurité, gestion des déchets, stand, école, boutiques, costumes, matériel et langue unique. Au fil des mois et des semaines, le rythme s'est accéléré pour que tout soit prêt. Dès le vendredi 30 juin, ce sont plus de 800 élèves de la maternelle à la terminale qui ont envahi la ville à la découverte des métiers anciens le matin avant de venir danser l'après-midi pour un bal géant. La fête est continuée le samedi et le dimanche avec de nombreuses animations qui ont rassemblé près de 12 000 spectateurs. L'association Montiaco Événements a mobilisé près de 300 bénévoles pendant plusieurs mois pour que cette Félibrée soit une réussite. Merci à tous, bénévoles, élus des communes voisines, agents, pour votre fort engagement. La culture à Montignac-Lascaux, c'est tout au long de l'année, grâce aux nombreuses associations et aux 2 services municipaux, la bibliothèque et les cinémas, qui proposent des animations. Au programme, festivals, spectacles, animations cinéma, bébés lecteurs, projets avec les établissements scolaires, mais aussi les structures de l'enfance. Pour l'été 2023, le monde du cyclisme a mis en lumière notre ville dans le monde entier, avec l'arrivée de la 3e étape du Tour de France Femmes avec Swift. L'étape de 147 km qui partait de Collonges-la-Rouge s'est terminée par un magnifique sprint sur cette grande ligne droite de l'avenue Jean Jaurès. On va voir si ça continue à rouler, mais on y est déjà à l'arrivée pratiquement avec Julie Vandevelde. 21 secondes, à 2 km de l'arrivée. Et à la flamme rouge, elle va reprendre le vent dans le dos, hein, ça va vite pour elle. Ça peut aller au bout, ça peut aller au bout, parce que là, c'est pas encore la flamme rouge, hein, il reste 2 km. Ah, ça va jouer à la seconde, ça va jouer à la seconde. Ah, allez, allez, Julie Vandevelde, pourquoi pas, mais ça va être compliqué de résister aux équipes de sprinteuses. Julie Vandevelde qui donne tout, et derrière c'est en train de revenir avec Il y a même le sprint pour Laure Lariveuse. Et ça y est, la première explication entre les sprinteuses du Tour de France, le 2 compliqué qui remet avec Lorena Vives. Et regardez, c'est Marianne Vos qui est en train de sortir, mais Lorena Vives sur la droite. Lorena Vives qui est en train de passer, c'est la plus forte, c'est la plus puissante. Et victoire de Lorena Vives. Ici, victoire de Lorena Vives à Montignac-Lascaux. Cette
10e victoire de la saison, la 3e de sa carrière sur le Tour de France. Marianne Vos est 2e, et je pense que Charlotte Cole est 3e. Plus de 5000 personnes sont venues assister à cet événement, une fête populaire qui a rassemblé petits et grands. Pour faire patienter le public, le comité départemental du cyclisme a organisé des courses pour les jeunes. Plusieurs groupes du festival Cultures au cœur ont défilé sur la dernière ligne droite. Et puis bien sûr, il y a eu le passage de la caravane du Tour avec ses goodies. Un succès pour ce temps fort de l'été, grâce au travail en étroite collaboration des équipes du département et de la commune. Montignac-Lascaux est une ville sportive grâce aux associations et clubs sportifs nombreux et dynamiques qui ont eu de très bons résultats la saison dernière et qui ont vu à la rentrée 2023 une hausse de leurs licenciés. Clin d'œil à l'ESM Rugby qui a remporté le dimanche 2 avril la finale du Terroir face à Saint-Cyprien sur un score de 25-9. Clin d'œil à l'ESM Pétanque où les filles ont accédé au championnat de National 2. Elles parcourent donc la France pour défendre les couleurs du club. Et bravo à tous les autres clubs pour leurs résultats. Un autre projet sportif de loisirs et environnemental a marqué la commune. Il s'agit de l'ouverture de la baignade biologique du Bleufond le mardi 4 juillet 2023. Une ouverture attendue depuis de longs mois par les habitants et les élus. Après la visite de la baignade biologique de Marsac en Creuse en 2020 par des agents et des élus de la ville, le choix s'est tourné vers cette solution. Une solution qui prend en compte la santé des usagers et l'environnement. Rappelons que nous sommes dans la zone de la Vézère, classée Natura 2000, et au sein du grand site de France Vallée-Vézère. Vient ensuite plusieurs mois de conception du projet avant le début des travaux en avril 2021. Les entreprises investissent le site au fil des semaines pour arriver aux très beaux résultats que l'on connaît depuis cet été. Merci à eux pour avoir répondu favorablement à ce chantier. Rappelons que c'est la première baignade biologique du département. Une eau naturelle, couleur émeraude, des plantes et des baigneurs ravis. C'est une piscine municipale d'Amourogin. C'est une piscine naturelle, donc on a la chance de pas avoir de chlore sur la peau et dans les narines quand on nage, donc c'est bien agréable. C'est sympa, des fois on entend des bruits, mais quand on n'a pas vraiment. C'est sympa, il y a des début, voilà, c'est bien. On se croirait plus dans un lieu naturel. Je trouve ça plus agréable même que la piscine. Une piscine municipale naturelle dans le village de Montignac, non loin de la célèbre rivière de la Vézère. La démarche est écologique. Et c'est au matin, à l'heure de l'entretien, que l'on comprend le fonctionnement. Donc là, vous voyez, on a des magnifiques nénuphars qui s'esquintent un petit peu avec les lignes d'eau, mais bon. Franck Lafont y passe 3 heures chaque matin pour nettoyer, enlever les sable. La purification de l'eau se fait par les plantes et un traitement par ultraviolet. Pour le nettoyage, ça change énormément de choses, étant donné qu'il n'y a aucun produit chimique. Donc l'eau, elle est comme une rivière ou un étang. Le courant est très important aussi, parce que ça permet justement de fonctionner comme une vraie rivière ou un vrai cours d'eau, d'évacuer les algues et faire son cycle de piscine, de bassin naturel. Le système est 10% moins cher que dans les piscines chimiques. Mais ce n'est pas la seule raison qui a motivé le maire à faire construire la structure. C'est dans l'air du temps, c'est aussi l'idée qu'on n'a pas de produits chimiques qui sont agressifs. Les produits chimiques sont agressifs, le chlore est très agressif, donc on peut rester dans l'eau le temps qu'on veut, toute l'après-midi si on veut, toute la journée. L'eau est à 25 degrés, non chauffée, et les habitants ne goûtent pas leur plaisir. C'est plutôt une bonne chose, le côté écologique, et puis le fait de ne pas avoir de chlore ou quoi que ce soit, déjà c'est agréable parce que ça ne pique pas. Avec l'eau qui dégouline, enfin les jets d'eau, puis un aspect naturel, non c'est génial. Une piscine qui nécessite l'attention de chacun. Ici, seules les crèmes solaires inoffensives pour l'environnement sont tolérées. Ce lieu de pratique de la natation est aussi un lieu de vie. Il contribue à un lieu de partage, d'échange, d'apprentissage et de convivialité où l'on aura plaisir à se retrouver entre amis ou en famille. Et pour une première saison, c'est plus de 3400 entrées payantes qui ont été enregistrées. Les plantes aquatiques ont pris possession des lieux rapidement. Nénuphars et autres végétations embellissent cet espace aquatique. Du côté de la végétation,
pour les espaces de détente, il faut laisser faire le temps, mais pour l'ouverture 2024, il y aura plus de verre que l'an passé. Le but de ce projet était bien évidemment de proposer un lieu de baignade aux Montignacois, habitants des environs et vacanciers, mais aussi un lieu d'apprentissage pour les scolaires. En septembre, les élèves du CP au CM2 ont bénéficié de 6 séances qui vont être renouvelées dès juin. Notre baignade biologique a suscité l'intérêt des médias locaux, mais aussi nationaux, avec de nombreux articles dans les journaux et magazines, des interviews et des reportages à la télé. Montignac-Lascaux a fait parler d'elle dans les médias en 2023. La Félibrée, le Tour de France Femmes et l'ouverture de la baignade biologique y ont fortement contribué. Du côté associatif, depuis de nombreuses années, le tissu associatif montignacois est très dynamique. Nous venons de le voir côté culture et sport, mais d'autres associations sont bel et bien présentes et œuvrent dans le domaine social, de la santé, de la solidarité et de la sécurité. C'est le cas pour le service d'aide à domicile d'Anna ADMR, qui propose un service d'aide à domicile et mobilise de nombreux bénévoles. L'association expérimente un nouveau concept d'équipe autonome pour améliorer la qualité de vie au travail de ses intervenantes. C'est avec le concours financier du département que cette action a pu voir le jour. Les Restos du Cœur distribuent de l'aide alimentaire tout au long de l'année et connaissent des difficultés pour leur approvisionnement, notamment dû à l'envolée des prix alimentaires. La protection civile dispose d'une base et de bâtiments sur Montignac-Lascaux et assure les premiers secours à personnes lors des manifestations de la ville. La Croix-Rouge, le Secours catholique, œuvre également pour le maintien de la cohésion sociale et de l'aide sur notre commune. L'association pour le don de sang se mobilise fortement à chaque collecte. Enfin, dans le domaine de l'environnement et des traditions, l'UGIR propose une fête de l'arbre le deuxième dimanche du mois de mars. Merci à tous pour votre engagement. Du côté de l'école, l'année 2023 a été marquée par le voyage au pays des volcans pour les élèves du CP au CM2 de l'école Simone Veil. Du lundi 3 au mercredi 5 avril, direction l'Auvergne. Au programme, ascension du sommet du Puy de Dôme à bord du train crémaillère, randonnée au cœur du parc naturel régional des volcans d'Auvergne et visite de Vulcania pour mieux comprendre les phénomènes naturels que la Terre nous réserve. Découverte, partage, échange, des souvenirs plein la tête pour petits et grands. L'année a été également marquée par la préparation de la Félibrée. La culture occitane s'est invitée dans les classes pendant plusieurs semaines. De la maternelle à l'élémentaire, tout le monde a activement participé. Les classes ont réalisé les décors pour une des 5 portes de la Félibrée et ont appris des danses pour le spectacle du vendredi soir. Sans oublier la venue de tous les élèves ce même jour pour découvrir les métiers anciens et participer au bal. Merci aux enseignantes, aux ATSEM et aux AESH pour leur implication, ainsi qu'aux enfants et à leurs parents. L'année a été ponctuée également par d'autres projets, comme le cross, des interventions d'éducation artistique et culturelle, l'école au cinéma et bien d'autres encore. Après 3 années de difficultés dues à la crise sanitaire, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes a retrouvé un peu plus de sérénité et de normalité dans son fonctionnement. Les résidents et leurs familles bénéficient à nouveau des animations habituelles, notamment la fête des familles qui a réuni plus de 150 personnes. Les résidents, leurs familles, les agents et le conseil d'administration. L'EHPAD poursuit ses investissements, notamment par l'équipement d'appareillage de transfert dans chaque chambre. C'est un investissement lourd qui permet un confort supplémentaire pour le résident et des conditions de travail plus favorables aux agents. En plus de l'EHPAD, nous disposons sur le territoire de plusieurs services d'aide à la personne, SIAS, ADMR et enfin d'une résidence-service. ABC Résidence est une résidence senior située à Montignac-Lascaux en Nouvelle-Aquitaine. Elle propose des logements confortables et adaptés aux personnes âgées autonomes, ainsi qu'un large éventail de services et d'animations pour favoriser le lien social et le bien-être. La résidence est conçue comme un village, avec une halle, un poulailler et un potager. Elle dispose d'un parc clos de 2,5 hectares, où les résidents peuvent se promener ou profiter du soleil. Les logements sont meublés, équipés et adaptés aux besoins des personnes âgées. Ils disposent notamment d'une cuisine équipée, d'une climatisation, d'un
et d'un Wi-Fi illimité. La résidence propose un large éventail d'animations, notamment des activités culturelles, sportives, ludiques et sociales. Elle s'implique également dans le paysage associatif local et de nombreuses activités se déroulent dans les locaux d'ABC Résidence. ABC Résidence est engagée dans la préservation de l'environnement. Elle a mis en place des actions concrètes pour limiter son impact environnemental. Les tarifs proposés par ABC Résidence sont adaptés aux seniors des zones rurales. Des séjours courte durée sont également possibles. Elle se distingue par la qualité de ses services, son engagement éco-responsable et son accent mis sur le bien-être de ses résidents. Cette structure est complémentaire à l'offre de services pour le maintien à domicile et à l'offre d'hébergement de l'EHPAD qui s'adresse à des personnes fortement dépendantes. L'analyse des besoins sociaux du territoire fait ressortir une forte progression de la population de plus de 60 ans, avec un pic attendu dans 10 à 15 ans. Les plus de 80 ans représenteront alors 30% de la population. La conjoncture territoriale. Le secteur industriel. L'industrie perd encore un peu de terrain en matière économique avec la crise de la papeterie qui était la dernière grande industrie pourvoyeuse d'emplois dans le secteur. Le secteur artisanal. Historiquement, ce secteur a été caractérisé par une forte présence d'entreprises unipersonnelles ou de très petites entreprises de 1 à 2 salariés. Si l'on trouve encore quelques artisans qui travaillent seuls, la tendance est au développement des auto-entrepreneurs ou des petites et moyennes entreprises de 10 à 20 salariés. Le secteur du commerce. Le secteur de l'alimentaire dans notre commune est diversifié, avec des commerces de toute taille et de toute gamme de qualité. On trouve ainsi un supermarché, des petits commerces de centre-ville, la Biocoop et des boutiques de producteurs. Clin d'œil à Alain et Marielle Pujol qui passent la main de leur commerce, ainsi qu'à Jean-Paul Christoflo qui laisse la place à un nouveau magasin. Les travaux du discount alimentaire Aldi ont commencé et se poursuivront durant 6 mois avec une ouverture prévue dès le mois de juin 2024. Pour les autres commerces, tels que le prêt-à-porter ou les chaussures, la situation est plus difficile. Le succès de ces commerces dépend en grande partie du talent du commerçant, de sa capacité à proposer des produits de qualité et à fidéliser sa clientèle. Plusieurs entreprises se sont installées sur la commune ou ont changé de propriétaire. Vous avez pu le constater en lisant le journal de la ville, reçu dans vos boîtes aux lettres en décembre dernier. Le secteur agricole. L'agriculture est le deuxième secteur économique du département avec un fort développement de production de qualité et de proximité. La production tabacole a été remplacée par des productions maraîchères qui profitent de la tendance du consommer local. La grippe aviaire impacte fortement la filière palmipède avec des répercussions économiques importantes sur les chiffres d'affaires des conserveurs. L'activité de conserveur est en effet très fortement liée à l'activité touristique. Le secteur du tourisme. Ce secteur bénéficie de l'attrait de l'Ascocat qui attire 500 000 visiteurs par an. Le nombre de nuitées sur le canton est de 1 519 934 entre janvier 2023 et août 2023, dont 17% de fréquentation étrangère. 24% viennent de la région parisienne, 9% de Nouvelle-Aquitaine. Le tourisme familial est de pleine nature et prédominant dans la région. Il connaît une activité importante lors des vacances scolaires, avec un pic de fréquentation du 15 juillet au 15 août. Cependant, sur l'année, les touristes de plus de 65 ans représentent 27% du total, principalement en début et fin de saison. Notre économie locale s'oriente vers le tourisme de plus en plus. C'est normal, nous avons les paysages, les sites et une offre locative saisonnière importante. Le secteur tertiaire, c'est le secteur dominant en matière d'emploi. Le secteur tertiaire recouvre un vaste champ d'activité qui s'étend du commerce à l'administration, en passant par les transports, les activités financières et immobilières, les services aux entreprises et services aux particuliers, l'éducation, la santé et l'action sociale. Ce secteur est défini par la complémentarité avec les autres secteurs. Son activité est totalement liée au nombre d'habitants. Montignac-Lascaux dispose d'un fort potentiel de développement, notamment grâce à la qualité de ses paysages, à la richesse de son patrimoine et à l'attractivité de ses sites touristiques dont le vecteur reste l'Ascocat.
La commune de Montiac-Lascaux est une destination touristique majeure, attirant chaque année des millions de visiteurs. Cependant, son économie est fortement dépendante de cette activité, ce qui présente des risques en cas de baisse de la fréquentation ou de changement des habitudes des touristes. En effet, la commune ne dispose que de très peu d'activités de vente de biens ou de services vers les autres territoires. Son économie repose sur la capacité de consommation de ses habitants et par le tourisme, qui représente la principale source de revenus pour les habitants et les entreprises locales. La ville vient d'être retenue et bénéficiera dès cette année 2024 d'un soutien dans le cadre de l'appel à projet lancé par l'État Village d'avenir. L'équipe municipale avait déposé un dossier fin 2023. Cette bonne nouvelle arrivée en début d'année 2024 nous permettra de disposer d'un appui en ingénierie sur la transition énergétique, l'amélioration de l'habitat et la rénovation des bâtiments publics. Du côté de l'environnement, la commune s'est mise à l'heure de l'économie d'énergie au niveau du réseau de l'éclairage public. Les lampadaires, au fil des années, s'équipent d'ampoules à LED. L'action d'économie passe également par la réduction du temps d'allumage. Certaines zones sont plongées dans le noir de minuit à 6 heures. Nous avons eu des demandes pour allumer des lampadaires devant certaines portes. Cela n'est pas possible. Le système est très complexe et les luminaires se pilotent par secteur. Pour l'anecdote, certaines communes ont fait le choix d'éteindre la totalité des éclairages publics une partie de la nuit. Montiac-Lascaux n'a pas fait ce choix. Le programme de modernisation de l'éclairage public de la commune de Montiac-Lascaux est un investissement important, mais il présente de nombreux avantages. En premier lieu, il permettra de réduire la consommation d'énergie de l'éclairage public. Les ampoules LED consomment jusqu'à 80% d'énergie en moins que les ampoules traditionnelles, ce qui se traduit par des économies substantielles sur la facture d'électricité. En second lieu, le passage au LED améliorera la qualité de l'éclairage public. Les LED offrent un éclairage plus uniforme et plus confortable, ce qui contribue à améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes. Enfin, le programme de modernisation permettra de réduire l'impact environnemental de l'éclairage public. Les LED émettent moins de pollution lumineuse et de chaleur, ce qui contribue à protéger l'environnement. Le coût total du programme est estimé à 400 000 €, soit une dépense de 40 000 € par an pendant 10 ans. Pour beaucoup de villes en France, et Montiac-Lascaux n'échappe pas à la règle, la forte population de pigeons engendre des dégradations des bâtiments. Dans la continuité de la politique environnementale, les élus ont fait le choix d'installer un pigeonnier urbain au parking des Salles depuis décembre dernier. Les objectifs étant de réguler le nombre de pigeons par un moyen doux et sans danger, préserver les bâtiments, favoriser la propreté de la ville et contrôler le nombre et l'état sanitaire des volatiles. Nous rappelons que la gestion des déchets est gérée par le SICTOM. 16 sites sont à votre disposition sur la commune pour déposer vos déchets dans les containers. Nous constatons de trop nombreux dépôts en dehors des bacs. Rappelons que les encombrants doivent être emmenés à la déchetterie route de Sarlat. Depuis janvier, les déchets organiques ne doivent plus être mis dans les sacs noirs. Les composteurs collectifs sont installés en ville, 2 à ce jour. Pour ceux qui ont un jardin, privilégiez les composteurs individuels. Le SICTOM en distribuera de nouveau à partir de février. En 2023, à la recyclerie, le pied à l'étrier, c'est 10 360 acheteurs en boutique et 71 tonnes réemployées. Mais aussi la rénovation du bidon, qui accueille le stock de meubles et l'atelier vélo ouvert depuis mai. Les ateliers du textile se développent également. Depuis septembre, découvrez la collection sur leur site internet. Montiac-Lascaux était sous les feux des projecteurs en décembre dernier à l'occasion de la crue de la Vézère, qui a atteint 5,70 m le 14 décembre. Certes, l'eau a envahi places et habitations, en particulier rive droite, mais ce n'est pas une crue exceptionnelle.
La solidarité entre habitants et les services de la mairie ont permis la gestion de cette crue. Mais les médias nationaux ont fait de cette montée des eaux un événement pour la commune. Ce qui a été plus préoccupant et exceptionnel, c'est le débordement du Varan qui a inondé plusieurs maisons avec des dégâts importants. Lors de leur venue, au lendemain de l'inondation, Monsieur le Préfet et Madame la Sous-Préfète ont été attentifs aux demandes de Monsieur le Maire pour la gestion de cet espace afin d'éviter un nouvel incident. Du côté des travaux, la rue du Barry, anciennement l'axe principal de la ville, fait peau neuve. Après l'encombrement du réseau électrique début 2023, place aux travaux pour la rénovation des réseaux d'eau. Une fois cette étape terminée, la voirie sera refaite. Un investissement important pour la commune, à hauteur de 800 000 € avec une aide de l'agence de l'eau à Côte-d'Armor. L'investissement de la commune de Montiac-Lascaux dans la réhabilitation de ses réseaux d'assainissement est une initiative importante qui présente de nombreux avantages, tant pour les habitants que pour l'environnement. L'actualité de l'interdiction des ventes d'huile sur le bassin d'Arcachon est un exemple concret de l'impact de la pollution des eaux usées sur l'environnement. En effet, cette interdiction est due à la présence de bactéries nocives dans les eaux du bassin, qui sont le résultat des rejets d'eau usée non traités. La réhabilitation des réseaux d'assainissement est donc une mesure essentielle pour protéger l'environnement et la santé publique. Elle est également un investissement rentable qui permet de réduire les coûts de maintenance des réseaux et de prévenir les pollutions. Notre grand avenue Jean Jaurès a suivi une première transformation juste avant l'été 2023, avec la première partie de la rénovation de la chaussée. Cet axe principal pour la commune est très emprunté chaque jour. Il est donc important de réaménager la voirie, améliorer la sécurité des piétons et en profiter pour finir la rénovation des réseaux. Les travaux vont s'étendre de janvier 2024 à mi-2025. Du côté de la vie communale, merci aux agents pour leur engagement tout au long de l'année. Une année 2023 où les équipes ont été très sollicitées avec l'organisation de la Félibrée et du Tour de France Femmes. Bienvenue à Sébastien et Christophe au service technique, à Youla et Caroline à l'école et à Mathieu au cinéma. Nous souhaitons une bonne retraite à Pascal Audebert après 36 ans dans l'équipe des services techniques. Bonne continuation à Philippe Hézard, directeur général des services, et bienvenue à Christophe Sablon qui le remplace depuis janvier. Jacques Cabanel, maire honoraire, nous a quittés le 30 septembre 2023 à l'âge de 84 ans. Homme politique engagé, Jacques Cabanel, Jackie pour les Antilles, était arrivé sur Montignac dans un cadre professionnel pour y exercer son métier d'instituteur à l'école primaire Langevin-Vallon, puis de directeur. Jacques Cabanel a vu passer dans cette école des générations entières de jeunes Montignacois. Son parcours politique débutera le 28 mars 1971 comme conseiller municipal avant de devenir maire le 22 mai 1972, soit un peu plus d'un an après son élection au conseil municipal. D'un tempérament déterminé, il enchaînera 5 mandats jusqu'en 2001 avant de devenir conseiller général de 2004 à 2015. Le conseil municipal de Montignac demandera le 2 décembre 2014 à Monsieur le Préfet de la Dordogne l'honoraria pour Jacques Cabanel, qui venait d'annoncer son retrait de la vie politique. Par arrêté du 5 janvier 2015, Monsieur le Préfet répondra favorablement à la demande. Jacques Cabanel était depuis cette date maire honoraire de Montignac-Lascaux. Je voudrais, mesdames, messieurs, remercier Serge et Karine qui sont juste à côté de moi, sur ma gauche, qui sont aux manettes, qui vous projettent les images, qui
s'occupe du son, et également la petite voix de la rétrospective Mélodie, merci aux services techniques qui ont aménagé la salle. Je voudrais également avoir une pensée affectueuse pour un de nos agents que nous avons vu dans la rétrospective, Franck Lafont, qui a géré l'entretien de la piscine cet été, qui a été victime d'un grave accident. On lui souhaite un bon rétablissement. Je dois également excuser ce soir monsieur le conseiller régional Benjamin Delrieux, monsieur Ludovic Marzin, qui est mon adjoint chargé des finances, qui malheureusement est grippé, donc il n'est pas là ce soir, il a préféré ne pas se déplacer, et je le comprends. Monsieur le maire du Buc s'est également excusé. Comme on vous l'a déjà annoncé, les JO de Paris 2024 vont aussi résonner en Dordogne. Le département a fait le choix d'accueillir le relais de la flamme olympique. 7 villes seront traversées par ce relais le 22 mai, dont Montignac-Lascaux. Le programme détaillé vous sera dévoilé ultérieurement, mais dès 14 h, le 22 mai, donc, la ville sera animée tout au long du parcours du relais de la mairie jusqu'à Lascaux 4. Un relais qui se terminera à Lascaux 4, donc, avec la Fédération nationale d'escrime qui a choisi notre ville pour mettre en avant son sport. On les remercie. Le coup de projecteur sur les Jeux débutera à Montignac-Lascaux dès le mois de mars et se terminera en septembre. Le cross de l'école lancera les festivités en mars, puis début avril avec la semaine olympique. En mai, bien sûr, ce sera le tour du passage du relais de la flamme. En juin, la journée olympique du côté de la baignade biologique. En juillet, l'ouverture des JO. Vous pourrez assister à la soirée d'ouverture sur la terrasse de l'Amitié le vendredi de Ville en Fête pendant le festival avec un écran géant proposé par l'Amicale laïque du Montignacois. Et en septembre, une fête du sport et des associations sous le signe des sports adaptés. Paris 2024 met l'accent sur le lien entre la culture et le sport avec les Olympiades culturelles, les rencontres photographiques Clic-Clac, le centre culturel, le Chaudron et ses membres, ainsi que cet été le Festival Culture au Cœur, se mettent donc aux couleurs des Jeux Olympiques. Les différents programmes vont vous être dévoilés au fil des mois. Nous comptons sur votre présence pour cet événement populaire qui va marquer l'année 2024. Et merci déjà d'avance à tous ceux qui vont s'impliquer, et je sais que vous serez nombreux, dans l'organisation de ces moments. Sans oublier les festivals, les rendez-vous sportifs et les autres manifesteront qui marqueront cette année et qui sont des éléments forts de l'attractivité de notre ville. Le développement économique, le développement de la commune. Je reviens maintenant sur les projets de développement. Je vous ai annoncé que nous sommes à nouveau entrés dans une phase de développement qui devrait se poursuivre durant 5 à 6 ans. Le travail de l'équipe municipale est de dresser un diagnostic de territoire, de faire l'inventaire et de décider des actions pertinentes à mettre en place. Actions qui apporteront à la population un cadre de vie amélioré. Cette phase de développement est importante pour la commune. Elle conditionne une capacité d'investissement supérieure et devrait nous permettre de financer la rénovation énergétique de nos très grands et très nombreux bâtiments publics. Nous devons bien évidemment prendre en compte les orientations nationales et être opportunistes et s'inscrire donc dans le cadre des appels à projets qui auront lieu. C'est ce que nous avons fait avec le programme Village d'avenir, qui nous ouvrira des opportunités de financement, qui listera les actions à engager et fixera les priorités. Mais comme vous le savez, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et dans tout projet, il y a un reste à charge pour la commune. Il faut donc qu'on cherche un équilibre subtil entre les investissements qui contribuent à fournir des services au public, mais qui, par leur nature, augmentent les dépenses sans apporter de recettes supplémentaires. La piscine en est un bon exemple. Et les investissements
qui permettent un développement économique avec des retombées pour la commune, la création de réseaux de voiries pour permettre des constructions. La construction d'un résidence-service en est une. Ces équipements nous permettent de récolter bien évidemment davantage de masse fiscale, ce qui nous permet de financer les autres équipements comme la piscine. Nous avons ouvert différents chantiers qui seront mis en œuvre dans les années à venir. Ils tendent à construire un avenir durable et attractif pour ses habitants, mais aussi pour les visiteurs. La commune souhaite rénover son patrimoine immobilier, qui est très important et énergivore. Pour cela, il nous faut consacrer 5 à 6 millions d'euros d'ici 2030. 5 à 6 millions d'euros d'ici 2030. Ces travaux sont rendus obligatoires par la loi Climat et Résilience et ont pour objectif final de réduire notre consommation énergétique qui, vous le savez, est très importante. Et vu l'envolée des prix, nous avons besoin de travailler dans ce domaine-là. Nous souhaitons également lutter contre la pénurie de logements. Cette pénurie est due à la forte hausse de la demande de location saisonnière. Nous réfléchissons à des solutions pour favoriser la location à l'année, sans diminuer l'offre saisonnière qui est indispensable sur le plan économique et touristique. Nous souhaitons donc une augmentation de notre capacité hôtelière pour répondre au développement du tourisme de groupe et accompagner la volonté de diversifier la cible de clientèle de la Sémitour, notamment en développant le tourisme de groupe. La commune poursuivra sa politique en faveur du développement de l'offre commerciale, de l'installation d'entreprises et de services. Nous souhaitons une ville encore plus durable, plus attractive et plus dynamique. 3 axes donc. Le premier axe, l'habitat et la rénovation énergétique. Le deuxième axe, l'économie touristique, le soutien des initiatives et des porteurs de projets. Et enfin, le troisième axe, les services à la population et la santé, que nous n'oublions pas. Pour être plus concret, nous travaillons sur le projet de construction de la gendarmerie neuve à Meussoul. Nous avons fait le choix d'un bailleur social et c'est Domo France qui a été retenu pour réaliser cet investissement. Domo France est un bailleur social installé au niveau régional et qui souhaite s'implanter dans des villes, dans des petites villes rurales comme Montignac-Lascaux. Ils sont déjà présents en Dordogne. Domo France s'est engagé à construire en même temps que la gendarmerie une 50aine de logements destinés aux familles et à mettre en place un dispositif d'aide à l'acquisition à la propriété. Donc une 50aine de logements potentiels sur Montignac. L'offre hôtelière sera renforcée dès cette saison avec la réouverture du relais de Montignac, relais du Soleil d'Or, bien connu des Montignacois. On continuera à travailler sur l'offre hôtelière qui reste encore, à mon sens, insuffisante. L'offre commerciale va s'enrichir avec les travaux de Aldi, en lieu et place de France Rurale, avec une ouverture dès le mois de juin, après d'importants travaux de démolition qui sont terminés d'ailleurs, et de reconstruction qui sont en cours. Aldi, c'est une offre discount pour les ménages qui vont préférer le prix à la qualité. Intermarché a réalisé d'importants travaux liés à la production et aux économies d'énergie, notamment par la couverture d'une partie du stationnement, par les panneaux photovoltaïques et un renouvellement de ces vitrines réfrigérées. Le Spar également reprend des couleurs avec un changement de propriétaire et un nombre de produits référencés en augmentation pour une rouverture très rapide dès le mois de février. Je salue le repreneur pour ce beau projet qui contribue à la vie du commerce de centre-ville et je lui adresse mes vœux de réussite. Nous avons également à l'instruction un permis de construire pour la création d'un funérarium sur la commune. Cet équipement y était absent et c'est inconcevable aujourd'hui. Donc des travaux manifestement qui devraient avoir lieu pour la création d'un funérarium. Nous avons également, et c'est en cours de négociation, l'espoir de voir arriver sur Montignac un cabinet dentaire qui serait situé tout près d'ABC Résidence et dont le principal investisseur serait ABC Résidence. Donc on espère que ce projet pourra se concrétiser. Le projet de déchetterie avance avec beaucoup de difficultés. Le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal,
laisse peu de possibilités d'implantation. Nous essayons donc d'éviter que les camions qui viennent récupérer les déchets de la déchetterie traversent la rue de Juillet et n'empruntent cet axe-là. Ça serait très, très ennuyeux pour notre rue de Juillet, pour notre ville. Donc ça réduit considérablement nos possibilités d'implantation. Mais je ne désespère pas d'arriver enfin, d'ici quelques mois, à une solution opérationnelle à l'endroit exact où elle se situe aujourd'hui, avec quelques aménagements et quelques travaux, bien évidemment, qui seront réalisés par le secteur du Périgord noir. 2024 sera encore une année chargée en termes d'aménagement de la ville, avec la poursuite des travaux sur l'avenue Jean Jaurès, travaux que nous avons démarrés juste avant le Tour de France de l'été dernier. Donc ces travaux se dérouleront en 2 phases et livreront une belle grande avenue. Vous avez pu voir quelques images d'après réalisation sur le diaporama. Une belle grande avenue avec un investissement de près de 2 millions d'euros, fait en grande part par le conseil départemental, en totalité sur la partie circulable, et d'autre part par la commune avec un fonds de concours bien évidemment du département et des subventions de l'agence Adour-Garonne. La sécurité est un problème important aujourd'hui et à prendre en compte dans nos villes. Un projet de vidéoprotection est à l'étude avec les services de la sous-préfecture et de la gendarmerie. Ces équipements sont, par les temps qui courent, un gage de sécurité à la population. Ce projet sera, je l'espère, réalisé avec le concours financier de l'État en 3 ou 4 ans, donc projet de vidéoprotection. Nous avons ensuite, et le dossier est maintenant terminé, il va être déposé dans les jours qui suivent, l'aménagement de la plaine des sports avec un programme financé dans le cadre des Jeux Olympiques Paris 2024. C'est une opportunité à saisir avec des financements pouvant atteindre 80% sur les aménagements des équipements dédiés à la pratique sportive. Donc très intéressant pour la commune et qui nous permet d'envisager une 2e phase d'aménagement autour de cette piscine que vous avez pu découvrir dès cet été. Je voudrais maintenant aborder un sujet nettement moins réjouissant, notamment pour les propriétaires forestiers, l'élagage. Nous faisons partie des privilégiés qui ont la chance d'avoir un réseau de fibre optique tout neuf. C'est, je le rappelle, un investissement très lourd fait par Périgord Numérique, le département en étant le principal financeur, qui était très attendu. D'autres communes en milieu rural n'ont pas encore cette chance-là. Les câbles de communication tels que la fibre optique ou le cuivre sont essentiels à notre quotidien, vous le savez. Ils nous permettent de nous connecter à Internet, bien évidemment, de téléphoner ou encore de regarder la télévision. Pour être efficaces, ces câbles doivent être en bon état. Or, ils sont trop souvent exposés à des risques tels que la chute d'arbres en bordure de route. L'entretien revient aux propriétaires. Les dégâts engendrés peuvent vous être facturés. Vous devez également tailler vos haies qui dépassent sur la voie publique afin d'assurer la sécurité pour tous. Cet élagage peut être effectué par un professionnel ou par vous-même, bien évidemment. À la suite de nombreuses ruptures qui ont eu lieu à l'automne, nous allons lancer une grande opération de remise à niveau de ces bordures. Les services municipaux sont à votre disposition pour vous orienter et vous conseiller. Je prendrai au cours de l'année 2024 un arrêté qui fixera les limites, la hauteur et l'obligation d'entretien en bordure des chemins communaux et des chemins ruraux. Je vous demande de relayer cette information que nous compléterons par une réunion d'information pour les gens concernés, les propriétaires de bois en bordure de route. Le retard est tel que nous laisserons un temps aux propriétaires pour se mettre en conformité avec les arrêtés. Mais il est essentiel qu'on y pense déjà et qu'on trouve des solutions. Je vous rappellerai que nous avons eu un câble de fibre optique coupé 2 fois dans la même journée par 2 arbres différents sur la commune. On va arriver à des choses très concrètes, le recensement. Les agents recenseurs sont en train de passer à vos domiciles. Le recensement de la population est une enquête statistique obligatoire.
Il permet de connaître le nombre de personnes vivant en France et de déterminer la population officielle de notre commune. Donc ces résultats sont utilisés pour calculer les dotations de l'État vers la commune au niveau budgétaire. Ces données servent également à comprendre l'évolution démographique de notre territoire. Elles permettent donc à vos élus d'ajuster l'action publique aux besoins de la population, notamment en matière d'équipements collectifs, écoles, maisons de retraite, etc., de programmes de rénovation des quartiers et de moyens de transport à développer. 6 agents recenseurs parcourent la commune pour vous aider dans cette démarche. Pour ceux qui le peuvent, privilégiez la réponse au questionnaire via Internet. Pour les personnes qui préfèrent la solution papier, les agents recenseurs sont là pour vous conseiller et vous aider. France Service au niveau d'Amérique peut également vous apporter une aide. Pour rappel, chaque agent est détenteur d'une carte officielle qu'il vous présente lorsqu'il vient à votre domicile. Vous ne pouvez pas vous tromper. Une carte avec le drapeau français bleu, blanc, rouge en encart. Merci donc pour votre contribution à cette enquête statistique. Enfin, si vous souhaitez rester informé de ce qui se passe dans la presse, je vous indiquerai, et vous l'avez ici, mais j'y reviendrai tout de suite après, comment aller rechercher de l'information municipale. Je vais tout de suite maintenant laisser la parole à notre conseiller départemental Christian Teillac, à monsieur le député tout de suite après. Mon cher Christian, si vous voulez me dire un petit mot. Alors, monsieur le député, monsieur le maire, chers collègues du conseil municipal, monsieur le président de l'association, mesdames et messieurs, quelques mots pour parler du département. Dans un premier temps, je vais excuser Jean-Michel Perrault, qui a retenu par ailleurs sur d'autres vœux, Sénat, je crois. Excusez ma collègue Florence Gauthier, qui n'a pas pu se déplacer ce soir. Et juste dire quelques mots sur le département. Donc le département, vous savez qu'on a plusieurs champs de compétences, des champs de compétences qu'on appelle obligatoires. En particulier, c'est tout ce qui touche à l'action sociale. Alors l'action sociale, c'est le RSA, c'est l'allocation de perte d'autonomie que l'on donne aux personnes âgées, c'est tout ce que l'on fait par rapport au handicap, et ensuite c'est ce qu'on appelle l'aide sociale aussi, au niveau des EHPAD, quand les gens sont en EHPAD, c'est lorsqu'ils n'ont pas suffisamment d'argent pour payer, en fait c'est le département qui se substitue et qui compense. Alors il faut savoir qu'actuellement nous traversons des périodes difficiles au niveau de l'équilibre budgétaire, parce qu'en fait l'État qui nous demande de payer ces allocations RSA et APA ne nous compense pas financièrement, ce qui fait que cette année par exemple nous avons une perte de 50 millions d'euros, ce qui est énorme pour un budget, puisque le budget du département c'est à peu près 600 millions d'euros. Voilà. Alors il y a un autre point qui est important aussi dans les difficultés budgétaires actuelles, qui nous impose de faire certaines économies, c'est qu'en fait, comme il y a beaucoup moins de transactions immobilières, donc vous le voyez autour de vous, on achète moins de maisons, d'appartements, etc. Donc il y a moins de rentrées d'argent, ce qu'on appelle les droits de mutation, c'est-à-dire l'argent que l'on verse, ce qu'on appelle les frais notariés, qui en fait vont en partie au notaire, mais la plus grosse partie va au niveau du département. Donc il y a beaucoup moins d'entrées. Cette année, on a 15 millions d'euros de moins. Voilà. Donc malgré tout ça, si vous voulez, malgré toute cette rigueur budgétaire que cela nous impose de faire des économies bien évidemment, mais il n'en demeure pas moins que l'on continue de faire tout ce que l'on fait pour la population de la Dordogne. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que la compétence majeure, qui représente plus de la moitié du budget du département, c'est la compétence sociale, donc l'APA, le RSA, le PCH, cette perte de compensation du handicap et l'aide sociale. Pour notre canton, cela représente plus de 8,6 millions d'euros tous les ans qui sont mis sur cette action sociale par le département. Vous voyez, ça représente quand même des sommes extrêmement importantes. Je voudrais juste faire un petit focus sur l'aide sociale à l'enfance. Alors l'aide sociale à l'enfance, c'est un sujet majeur, puisque c'est un poste budgétaire qui croît d'année en année et de façon extrêmement explosive.
Quand j'ai commencé à être conseiller départemental, on avait 500 enfants qui étaient placés par décision de justice au niveau du département. Vous savez que quand les familles ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants, le procureur, la justice, décide de les confier au président du département, donc avec le système de l'aide sociale à l'enfance, les familles d'accueil, les maisons d'accueil, etc. Ces enfants sont pris en charge, bien évidemment, jusqu'à la majorité. Je précise que notre département est quand même pilote dans le sujet suivant, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas tomber les enfants à 18 ans, on les accompagne jusqu'à 22-23 ans. Ça s'appelle des contrats jeunes majeurs, et ça, je crois qu'il faut le souligner. J'en profite pour expliquer qu'en fait, tous les gens qui travaillent dans ces services d'aide sociale à l'enfance font un travail remarquable, et je crois qu'il faut le souligner et les remercier, ainsi que tous les gens qui travaillent dans les services de centres médico-sociaux, qui font un travail colossal. Et quand on parle de l'APA, vous savez que l'APA, donc c'est cette allocation qu'on verse aux personnes âgées qui leur permet d'avoir une aide à domicile, alors que ce soit SIAS, ADMR ou autre, peu importe. Le principal, c'est qu'il y ait une aide à domicile qui vienne, qui est financée en partie par le département. Et je voudrais souligner là aussi l'important travail qui est fait par ces gens et ces personnes. C'est du reste pour cela que le département en a fait l'acquisition de ces véhicules. Vous voyez que maintenant on voit partout dans les rues des véhicules, SIAS ou ADMR. Donc c'est une idée du département pour valoriser un petit peu ces métiers d'aide à domicile, qui sont des métiers souvent difficiles, avec beaucoup d'interventions, des kilomètres à faire. C'est pas des métiers faciles. Voilà. Donc le département, on fait aussi bien sûr le chantier, si j'ose dire, du moment, c'est la fibre. La fibre, donc Laurent en a parlé. La fibre, ça représente un investissement colossal, puisque ça représente 500 millions d'euros. C'est 2 milliards d'euros. C'est quelque chose d'énorme. C'est le plus grand chantier du département depuis jamais, si j'ose dire. En fait, elle est financée en grande partie par le département, mais il n'y a pas que le département. Il y a la région, il y a l'État, l'Europe, mais il y a aussi les communautés de communes qui interviennent, puisque notre communauté de communes Vallée de l'Homme investit 100 000 euros par an pour accompagner ce développement de la fibre. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier, notre développement de la fibre? En fait, c'est un développement d'une fibre 100% publique. C'est-à-dire que le département a fait ce choix parce qu'on voulait que tous les périgourdins puissent accéder à la fibre. Il y a des départements qui n'ont pas fait ce choix, qui ont eu recours à des structures privées, alors qui ont eu la particularité d'aller surtout dans les zones où il y avait beaucoup de gens qui allaient se raccorder parce que c'était plus rentable, et puis tout ce qui était rural, on a laissé tomber. Nous, on n'a pas voulu faire ça. On a voulu développer cette fibre, donc effectivement, c'est un chantier extrêmement important. Il y a le problème des arbres, effectivement, qui est loin d'être négligeable, c'est l'élagage, c'est quelque chose de fondamental, mais toujours est-il qu'à la fin 2025, tous les foyers périgourdins sont raccordables à la fibre. Alors c'est une révolution parce qu'en fait, sur la communication, ça veut dire qu'on peut implanter des entreprises partout en Dordogne, ça veut dire que partout en Dordogne, on peut faire du télétravail. Voilà, ça je crois qu'il faut le souligner, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors il y a un autre point qui est très important aussi dans les compétences obligatoires, c'est les collèges. C'est que le département s'occupe des collèges. Je salue d'ailleurs la présence de Madame Leclerc, la principale du collège. En fait, on doit s'occuper de l'entretien, de la construction de gymnases dans les collèges, mais aussi de tout ce qui est service de restauration. Les personnes qui travaillent dans les collèges, dans les services de restauration et dans l'entretien sont des personnels du département. Donc nous avons lancé une action depuis le début du mandat précédent pour développer ce qu'on appelle l'alimentation 100% bio, locale, fait maison et de saison. Donc c'est une volonté politique des élus et on veut que d'ici la fin du mandat, donc en 2028, la totalité des collèges publics répondent à cette obligation de 100% bio, local, fait maison et de saison. Alors actuellement on a 11 collèges qui sont labellisés EcoCert. Il faut savoir en parallèle de cette action, qui est une action de santé publique, et ça je crois qu'il faut le souligner, c'est quelque chose qui permet aussi à tous les collégiens du département d'avoir accès une fois par jour à un repas bio. Ça permet aussi de gommer les inégalités sociales, c'est-à-dire que tout le monde y a accès, et ça c'est très bien. Action de santé publique, mais en parallèle de tout ça, on a une action aussi sur les produits chimiques utilisés dans les collèges, ce qui fait qu'on n'a plus du tout de perturbateurs endocriniens. Alors quand j'entends le président qui dit qu'il y a des problèmes de fertilité, etc., c'est bien gentil, mais la première chose, il faudrait peut-être se lancer sur les perturbateurs endocriniens et les supprimer partout. Parce qu'on sait très bien que ces choses-là
dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ça va générer des troubles au niveau du génome, de l'ADN des jeunes, et avoir des conséquences sur le sperme, etc., la reproduction et la fertilité. Voilà, c'est une petite parenthèse, mais qui me paraît extrêmement importante. Donc pour notre canton, nous avons 2 collèges, Montignac et le Bug. Il faut savoir qu'en 2024, nos 2 collèges vont être 100% bio, local, fait maison. Alors l'avantage de ceci, c'est que non seulement ça a une action sur la santé publique des jeunes, bien évidemment, mais aussi c'est qu'on développe une agriculture bio. On accompagne avec notre service agriculture les maraîchers qui font la transition bio, etc. Voilà, c'est très important. Donc le département, c'est aussi les aides aux communes. Donc ça a été cité à plusieurs reprises. Je vois qu'on fait les vœux. Le département est remercié parce qu'on les a accompagnés pour une traverse de bourg, pour la rénovation d'un bâtiment, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'aide aux communes ou l'aide aux intercos. Par exemple, effectivement, la Jean Jaurès, c'est quelque chose d'exemplaire. Il y a aussi des aides aux associations. Le département continue et continuera à aider tant qu'il le pourra les associations culturelles et les associations sportives. C'est quelque chose d'important. Ça nous permet d'accompagner un petit peu les festivals, les grands matchs, les grandes associations sportives. C'est favoriser le vivre ensemble et surtout dans nos milieux ruraux où on en a bien besoin. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que ça va faire beaucoup trop long et vous allez saturer. Mais juste pour vous dire qu'en fait, on est dans un contexte, vous le savez tous, national, international, extrêmement difficile. Et c'est pas pour cela qu'il faut se replier sur soi. C'est pas pour cela qu'il faut stigmatiser sur certaines problématiques. Je crois qu'il faut au contraire développer du savoir-vivre ensemble, de l'empathie, de la tolérance, faire tout ce que l'on peut, même des petites choses, pour améliorer notre qualité de vie au quotidien. Voilà, aider son voisin, aller dans des associations, etc. Je crois que c'est ça le sens de la vie, la qualité de vie en tout cas. En tout cas, au nom du président du département, de tous les élus de ce conseil départemental, et en mon nom propre bien évidemment, je vous souhaite tous mes vœux, des vœux de tolérance, de santé bien évidemment pour cette année 2024. Bien, monsieur le député, mesdames et messieurs les élus, vous allez me rejoindre, on va se mettre en position beaucoup plus centrale, comme ça vous nous verrez beaucoup mieux. Messieurs les élus, monsieur le directeur de la commune, monsieur le député va prendre la parole, mais vous pouvez déjà nous rejoindre. Monsieur le député. Bien, faute de prendre un petit peu de hauteur, c'est effectivement très bien d'être entouré. Monsieur le maire, monsieur le conseiller départemental, les élus, je suis les représentants de la gendarmerie du SDIS, les présidents d'associations. Bonsoir, très content d'être parmi vous. Parce qu'effectivement, l'année dernière, les soucis de santé qui avaient suivi mon prise de mandat donc ne m'avaient pas permis d'être présent avec vous. Là, nous avons l'occasion de nous croiser dans les nombreux vœux, parce que la circonscription est très grande avec 188 communes, donc on ne peut pas être partout, mais j'essaie de tourner et de pouvoir venir et d'être présent et de pouvoir vous rencontrer. Puis ce sont des moments qui sont toujours très importants de voir un petit peu tout ce qui peut être fait sur une année et tous les projets engagés sur un territoire. Je tiens à saluer, parce que j'ai vu la directrice de l'école, parce que j'ai eu le plaisir de venir il y a 15 jours, puisqu'elle parle vraiment des enfants. Et donc j'ai pu rencontrer une classe et pouvoir échanger avec eux sur l'activité d'un député et le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Et puis effectivement, c'est très important que les enfants et que les jeunes puissent être sensibilisés sur leur citoyenneté. Je souhaite avoir une pensée, parce que tu as évoqué, Christian, dans ta conclusion, la situation internationale. Et effectivement, je crois qu'on ne peut pas ne pas avoir une pensée pour les otages israéliens, pour le territoire de la bande de Gaza qui a été complètement détruit,
Et puis pour les Ukrainiens qui connaissent depuis 3 ans maintenant un conflit et puis des bombardements qui s'intensifient, et avec une situation qui reste quand même suspendue à une décision et une élection aux États-Unis, parce que selon qui va gagner l'élection aux États-Unis, donc entraînera effectivement une situation très différente pour le peuple ukrainien. Donc c'est important parce que voilà, c'est effectivement un contexte particulièrement anxiogène qui a des conséquences directes sur, je l'avais évoqué, sur la question de l'inflation et sur notre quotidien. Et on ne peut pas ne pas le prendre en compte. Je souhaite vous dire que dans mon mandat, j'ai une boussole qui est celui du droit de vivre dignement. Ça me semble quelque chose d'essentiel dans la crise climatique, et puis on voit tout ce qui est nécessaire aujourd'hui dans tous les projets, que ce soit au niveau énergétique, au niveau rénovation thermique, dans les choix d'investissement, et par exemple au niveau de la piscine. Il y a quand même quelque chose qui est remarquable de la manière dont on doit prendre en considération aujourd'hui la planète, l'eau, et on sait que l'eau est un enjeu, alors même si pour le coup nous on en a eu un petit peu là ces derniers mois, mais les Pyrénées-Orientales par exemple aujourd'hui n'ont pas eu d'eau et se retrouvent dans une situation particulièrement compliquée. Et effectivement, pour les années qui arrivent, il va falloir arriver à répartir cette eau entre le monde agricole, le tourisme et puis l'usage privé, et d'en vérifier et d'en assurer la qualité, parce que c'était ce qui était évoqué par les perturbateurs endocriniens, mais nous avons également les polluants éternels et beaucoup d'autres choses. Donc là, il faut que l'on arrive dans notre rapport au vivant à opérer un changement important. Je parlais du droit de vivre dignement parce que actuellement nous avons 3000 enfants qui dorment dans la rue en France. Il y a 4 personnes qui sont mortes dans le froid là, ces derniers jours. Il y a énormément d'enfants qui ne sont que partiellement ou pas scolarisés à cause de leur handicap. Il y a les restaurants du cœur qui se retrouvent avec pas suffisamment de dons pour pouvoir distribuer à tous ceux qui en ont besoin. Et c'est vrai que dans un pays comme le nôtre, avec la richesse que l'on peut avoir, et puis quand on voit effectivement ce qui se passe au niveau du CAC 40, et puis des milliards qui sont distribués entre, on va dire, très peu de personnes, nous avons et nous souffrons aujourd'hui d'un problème de répartition des richesses. Et c'est quelque chose qui est essentiel pour garantir l'équilibre dans notre société. Et moi, je suis membre de la commission des affaires sociales à l'Assemblée. La question des déserts médicaux. Et je sais qu'il y a un rond-point pas très très loin, mais avec justement une annonce, et ça fait longtemps qu'il y a cette demande. On sait que notre territoire souffre aujourd'hui d'un manque de médecins. Nous ne sommes pas au pire, parce que le pire sera dans 5 ans, avec le nombre de départs à la retraite, et qui va s'ajouter avec, on va dire, le pic du papy-boom, du nombre de personnes âgées, vulnérables. Et donc on va se retrouver à ce moment-là avec, on va dire, les plus grands besoins et avec le moins de possibilités d'y répondre. Donc il va falloir collectivement trouver des solutions. On a eu l'occasion de proposer pour la gauche et les écologistes, et je sais, Christian, que tu tenais à cette question de la régulation à l'installation, qui veut dire on ne veut pas imposer un médecin à s'installer dans un territoire, mais juste empêcher, quand il y a un territoire, on va dire, qui est plus dense, de s'installer dans cet endroit-là. Ça existe pour les pharmaciens, ça existe pour d'autres professions, et je pense que nous allons devoir passer par ça pour garantir un égal accès sur tout le territoire à tout le monde, et dans un territoire qui vieillit. Parce qu'on a un autre enjeu, et j'ai pu batailler à l'Assemblée pour qu'on puisse avoir une loi grand âge. Madame Borne s'était engagée à pouvoir nous proposer une loi grand âge avant le mois de juillet. Bon, là, avec le changement de gouvernement et de Premier ministre, nous n'avons plus cette garantie, mais on va s'assurer que ça puisse être le cas, parce qu'effectivement, nous sommes dans un département, un territoire, mais un pays qui vieillit, et nous devons assurément réfléchir aujourd'hui aux différentes modalités d'accompagnement des personnes âgées. Parce que l'EHPAD n'est pas et ne doit pas être la seule réponse.
C'est une réponse qui est médicale pour certaines personnes. Beaucoup de personnes veulent vieillir chez elles, et pour ça, il faut garantir un logement digne. Et donc, il y a tout l'accompagnement nécessaire pour ça. Il y a la question de la mobilité, et ça a été évoqué avec les aides du département pour pouvoir investir dans le véhicule. Mais il y a la question du lien social, qui est un enjeu important, parce que beaucoup de personnes se retrouvent isolées, c'est ce qu'on appelle la mort sociale. Et c'est vrai qu'il faut arriver à penser tout ça dans notre territoire. Vous avez la chance d'avoir, avec la résidence à Messé, enfin j'ai eu l'occasion de venir visiter. C'est vrai que ça permet d'avoir quelque chose d'intermédiaire aussi là-dedans entre son logement, donc d'avoir un logement de qualité, d'avoir des personnes qui peuvent se retrouver, permettre ce lien social avec la restauration, les différentes activités. Et donc on doit réfléchir à ce modèle pour pouvoir le financer, parce qu'effectivement aujourd'hui le département, avec sa compétence notamment sociale, se retrouve avec pas suffisamment de ressources pour pouvoir répondre à tous nos besoins. Et quand je parlais aujourd'hui de certaines richesses au niveau du CAC 40, je crois que c'est essentiel pour pouvoir opérer la transition écologique et au niveau de l'accompagnement des plus vulnérables, donc cet équilibre qui est plus que nécessaire. Pour conclure, parce que ça a déjà été suffisamment long, je souhaite vous, une petite parenthèse avant la conclusion, j'ai eu le plaisir hier d'animer dans ma permanence à Sarlat une réunion avec des parlementaires de gauche et écologistes, donc avec ma collègue Pascal Martin, qui est député sur Périgueux, et les deux sénateurs, donc de pouvoir travailler sur une grande préoccupation aujourd'hui sur la question des déchets. Et même si nous, en tant que parlementaires, on ne peut pas intervenir, et on ne peut pas intervenir sur cette question-là, il y a quand même quelques trous dans la raquette, à savoir, parce que pour qu'il y ait le meilleur tri, il faut déjà qu'il y ait moins de déchets, et donc il faut s'assurer que ceux qui fabriquent et produisent les déchets en produisent moins. Il y a la question des déchets médicaux qui est un enjeu très important, parce qu'on a pu opérer pour assurer une sécurité sanitaire avec plein de petits packs à usage unique, mais qui produisent énormément de déchets. Donc il y a un grand enjeu de ce côté-là. Après, il y a la question de la tarification sociale, parce que quelqu'un qui a un RSA aujourd'hui, de devoir payer 280 € sur l'année, c'est une question qui est très compliquée et qui va impacter beaucoup de personnes. Et il y a la question donc des protections pour les personnes âgées, mais pas que. Également les protections périodiques pour les femmes et pour les bébés. Et je crois qu'il faut que l'on arrive à réfléchir collectivement de comment on peut prendre en charge ce coût et puis pour pouvoir le partager, parce qu'effectivement, on se retrouve selon son âge, selon son genre, à avoir des coûts et un poids d'ordure beaucoup plus important. Et donc voilà, donc on souhaite interpeller le gouvernement à ce niveau-là et pouvoir faire une proposition de loi commune pour ça. Je crois que c'est une préoccupation pour beaucoup d'entre nous. Et donc pour conclure, je souhaite vous adresser des vœux de douceur. Alors ça peut faire sourire certains, mais dans un contexte international compliqué et national, parce qu'on a pu le voir, et particulièrement à l'Assemblée, pour ceux qui suivent un petit peu les débats à coup de 49.3, mais également de choses qui ont pu être compliquées, parce qu'on a eu une fin d'année avec cette loi d'immigration qui a été particulièrement violente. Et je sais que votre ville, avec quand même un festival qui a à cœur de mettre la question de la culture et du monde et de cette richesse, ça me semble essentiel que l'on puisse garder, et puis bon, on est quand même avec l'ASCO qui nous montre que sur les questions de migration, ça a commencé depuis bien longtemps, et on doit avoir une autre vision que celle étriquée de savoir d'où on vient, pour savoir si on peut avoir certaines aides ou pas. Ce message de fraternité, de tolérance me semble essentiel, et donc de douceur. Merci à vous. Merci, monsieur le député, merci directeur de la commune de vous pouvez nous rejoindre. Juste avant de terminer, je voudrais quand même qu'on revienne sur les outils de communication qui sont essentiels. Notez bien, vous avez tout, on va laisser cette diapositive pour un moment. Le site internet de la ville, www.montignaclasco.fr, une page Facebook pour ceux qui sont adeptes, ville de Montignac-Lascaux. Vous avez une lettre d'information, mais pour la recevoir, il faut vous inscrire. Donc, pour vous inscrire, tout simplement sur le site de la ville ou à l'accueil de la mairie. Et enfin, nous venons de mettre en place, grâce au concours de la communauté de communes, une toute nouvelle application qui est très bien, qui est très utile,
qui s'appelle Panneau Pocket. Nouveau donc, vous pouvez télécharger cette application, Panneau Pocket, sur Android, sur tous les smartphones en classique. Vous avez d'ailleurs un petit QR code qui est ici que vous pouvez venir flasher pour la télécharger. Et vous trouverez toutes les informations de la commune, les travaux, les manifestations, les coupures d'électricité, toutes les petites choses de la vie qui sont ennuyeuses et les informations essentielles, mais les bonnes nouvelles également. Il me reste avec mon équipe au grand complet à vous souhaiter une excellente année. Alors une année, compte tenu des événements, des conflits à travers le monde, je souhaite que 2024 soit une année de paix. Souhaitons tous une année de paix pour 2024. Je vous souhaite également plein de belles choses à vous, à vos familles, vos projets, qu'ils soient réussis, que cette année 2024 vous apporte la santé, le bonheur et la joie. Je vous remercie de votre attention. Nous n'avons, j'espère, pas été trop long. Maintenant, je vous invite très simplement à vous